une armoire pleine de parfums, mais personne ne l'a jamais ouverte. Bienvenue chez Dossier, je suis votre animateur, Étienne. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Vos indices révèlent ce qui est caché. C'est parti. C'était le genre d'après-midi qui aurait été parfait dans un tableau. Un soleil, éclatant, filtrait à travers les branches de pommier. Une douce brise caressait les bordures des guirlandes et le tintement des tasses athées contre les soucoupes en porcelaine. Dans le village de Much Dithering, la fête annuelle du Jardin des Roses et de la Rhubarbe battait son plein. Des dames âgées, coiffées de chapeaux, à larges bords et de robes fleuries, déambulantes parmi les hortensias, admirant tout, des stands de confiture aux expositions de travaux d'aiguille. Les enfants couraient partout avec des cornets de bonbons en papier, et le curé essayait, sans grand succès, de garder sa soutane exempte de tarte à la rhubarbe. Miss Marple était assise tranquillement au bord de la roseraie, une tasse de porcelaine fine à la main et un sourire poliment intéressé aux lèvres. Elle avait déjà remporté le 2e prix du concours de génoise, perdant face à Madame Withers, dont la rumeur disait qu'elle utilisait de la margarine à la place du beurre, et s'occupait maintenant à observer la foule avec sa douce perspicacité habituelle. « La voilà, la pauvre âme », murmura Madame Ellison, en prenant place à côté d'elle. Miss Marple leva doucement les yeux. « De qui parlez-vous, ma chère ?» Madame Ellison, une femme qui traitait chaque commérage comme une mission personnelle, fit un signe de tête vers l'extrémité du jardin où une femme grande et anguleuse acceptait un verre de cordial de fleurs de sureau de l'un des scouts, Madame Dalrymple, la veuve du vieux cottage des Gorses. Elle est locataire maintenant, bien sûr. Son mari est décédé tragiquement et assez brutalement. Elle vient de rentrer après 6 mois passés dans les lacs. Drôle de choix pour faire son deuil, vous ne trouvez pas? Miss Marple, dont la compréhension du deuil humain était plus profonde que celle de la plupart des médecins, ne dit rien. Son regard, bleu pâle, se posa brièvement sur Madame Dalrymple. Sa robe en crêpe noire était impeccable et fraîchement repassée. Ses cheveux châtains foncés étaient recoiffés en une torsade sévère. Mais ce ne fut pas sa tenue que Miss Marple remarqua. C'était l'odeur. Même de loin, un parfum floral puissant flottait dans l'air estival, une note de jasmin, piquante et écœurante sous la chaleur. Pas le genre de parfum qu'on porte à une garden party. Pas non plus le genre de parfum qui suggère un deuil silencieux. Avant que Miss Marple puisse commenter, une petite agitation éclata près de la tente à cupcakes. Un enfant poussa un cri perçant. Quelqu'un laissa tomber un plateau d'assiettes. Un silence s'installa momentanément, tandis que les têtes se tournaient vers le chapiteau en toile blanche, où était temporairement installée l'exposition d'antiquités du village. Un jeune homme, un agent de police en uniforme, sortait du chapiteau avec une expression pincée et quelque chose enveloppé dans une couverture de pique-nique en tartan dans ses bras. C'était le corps de Miss Vera Dunsley. La foule s'écarta dans un murmure de stupeur. Miss Dunsley était une figure emblématique de Much Dithering depuis 40 ans. Institutrice à la retraite, au caractère sévère et passionnée d'argenterie victorienne, elle avait présidé la Société historique pendant des années. On l'a trouvée dans le placard, où l'on rangeait le linge de la tente des antiquités, dit l'agent à voix basse. Enfermée de l'extérieur, la pauvre, on aurait dit qu'elle était là depuis des heures, et l'odeur. Il s'arrêta, visiblement mal à l'aise. Madame Ellison serra le bras de Mademoiselle Marple. Il a dit « placard ?» Un placard qui sentait mauvais. Elle frissonna dramatiquement. « Tu ne penses pas, oh, quelle horreur !»
Miss Marple se leva doucement, lissant le bas de sa robe bleu pâle. « Oui, dit-elle doucement. Ils ont bien dit placard, et ça sentait le parfum. » Elle s'avança, l'expression indéchiffrable, mais l'esprit déjà en ébullition. Quelque part dans le jardin, quelqu'un avait profité du bruit, de la gaieté et des bavardages pour s'éclipser sans se faire remarquer et commettre un meurtre. Et Miss Marple, bien qu'elle n'ait rien dit de tel, soupçonnait déjà que ce n'était pas un hasard. Pas du tout. L'odeur persistait dans l'air, forte et artificielle, longtemps après que la foule eût été évacuée du chapiteau. Miss Marple, désormais tranquillement assise, à une petite table sous un parasol rayé, sirotait ce qui restait de son thé. Son expression était placide, la tasse de porcelaine fermement dans sa main gantée, mais son esprit était occupé. Il y avait quelque chose d'assez révélateur dans la façon dont l'agent avait évité le mot « meurtre ». On ne l'utilisait pas dans les fêtes de jardin. Cela perturbait les choses. Non, il valait mieux dire « retrouver » ou « effondrer ». Mais mademoiselle Dunsley ne s'était pas simplement effondrée, n'est-ce pas? Enfermée dans un placard, découverte seulement lorsque quelqu'un était allé récupérer des épingles à guirlandes, selon la jeune Maisie Briggs, revenue du chapiteau blanche comme la craie. Et puis, bien sûr, il y avait eu l'odeur. Madame Ellison voltait toujours à côté d'elle, s'inquiétant à voix basse. On dit qu'elle avait les yeux ouverts. Imagine, Jane, toute cette obscurité. Et la pauvre Madame Wentham s'est évanouie sur le terrain de croquet, ce qui... Enfin, je ne dis pas qu'elle le fait semblant, mais son mari ne s'est pas précipité, n'est-ce pas? Ça veut peut-être dire quelque chose. Miss Marple murmura. Oui, peut-être. Pendant ce temps, le vicaire s'était chargé de calmer les invités les plus angoissés, tandis que l'agent Hawkins et un autre jeune homme, dont Miss Marple se souvenait vaguement comme étant un parent du boucher, avaient commencé à débarrasser discrètement le chapiteau. La fête était terminée, bien sûr, mais il restait encore à recueillir les déclarations, les noms et une certaine forme de procédure. On ne parlait déjà plus que de ça. Mademoiselle Dunsley, jamais mariée, n'ayant jamais manqué une réunion de la Société historique, et toujours friande de Xérès à 11 heures, n'était pas une femme populaire, respectée, certes, crainte légèrement, appréciée, pas beaucoup. Elle avait corrigé la grammaire du bulletin paroissial au stylo rouge et avait un jour renvoyé une jeune fille de l'église pour lui demander de mâcher du chewing-gum. Mais ce n'était pas, dans l'esprit de Miss Marple, un motif de meurtre. Non, il y avait autre chose. Elle se leva lentement et longea le bord du chapiteau, restant à l'ombre. Juste à l'intérieur du rabat, une table avait été renversée et une tasse de thé gisait brisée parmi des miettes de biscuits et un étalage de boutons de cuivre tombés. Le jeune agent était accroupi près du buffet, parlant à voix basse avec Madame Dalrymple. « J'ai simplement senti une odeur étrange, agent, » disait la veuve, les mains gantées, jointe devant elle. « Pas au début, mais en passant près du chapiteau, j'ai senti une légère odeur de quelque chose de très sucré, écœurant, vraiment. Ça m'a rappelé la coiffeuse de ma tante. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que j'entende le cri. Sa voix était parfaitement mesurée. Trop, pensa Miss Marple. Mais peut-être Madame Dalrymple était-elle simplement du genre à garder son sang-froid, comme d'autres portent du rouge. L'agent griffonna quelque chose dans un carnet. « Et vous n'êtes pas entré dans la tente avant la découverte du corps ?»« Certainement pas. » Elle sourit faiblement. « Je ne m'intéressais pas le moins du monde aux échantillons victoriens. » Miss Marple s'avança. « Pardonnez-moi, mon cher, dit-elle en s'adressant à l'agent,
avec une douceur de grand-mère. « Mais puis-je vous dire un mot? Je connaissais Miss Dunsley, et j'étais tout près quand la découverte a eu lieu. » Le jeune homme leva les yeux, hésitant entre accepter son aide ou la repousser. Puis il aperçut l'incontournable lueur d'intelligence derrière ses lunettes et hocha la tête. « Bien sûr, Miss Marple, toute observation serait utile. » Elle lui sourit. « J'ai remarqué quelque chose d'assez étrange. J'ai observé mademoiselle Dunsley parler avec madame Wentham peu avant le déjeuner. La conversation semblait intense. Mademoiselle Dunsley désignait quelque chose dans le sac à main de madame Wentham, ou peut-être dans ses mains. Je ne voyais pas bien. Madame Dalrymple tourna légèrement la tête. Comme c'est intrigant. Qu'est-ce que c'était, à votre avis? » « Oh, » dit Miss Marple d'un ton léger, « je n'en ai aucune idée. » Mais Miss Dunsley avait l'air plutôt agacée. On ne met pas le doigt dans le sac à main d'une autre femme sans une vive irritation. L'agent, reprenant son écriture, leva les yeux. Madame Wentham est déjà rentrée chez elle. Elle s'est évanouie, apparemment. Je lui parlerai demain. Oui, répondit Miss Marple avec un léger sourire. Elle s'est évanouie au moment le plus opportun. Elle les quitta alors, se dirigeant lentement vers la roseraie. Les enfants étaient rassemblés par leur mère, et les tables à tréteaux étaient démontées par des bénévoles qui semblaient désormais plus impatients de partir. Miss Marple passa de nouveau devant le chapiteau et cette fois s'arrêta devant la porte latérale, fermée par un cordon. Elle regarda le grand placard blanc, près du coin du fond, celui avec sa poignée en laiton terni et sa peinture écaillée. Elle se souvenait qu'il avait appartenu à l'ancienne école, donnée après la rénovation, des années auparavant. Il avait toujours eu une légère odeur de moisi, jamais vraiment adaptée au linge. Maintenant, l'odeur était différente. Même avec la porte ouverte, le parfum flottait dans l'air. Elle se pencha en avant et effleura doucement le bord de l'étagère. Une faible lueur rose scintilla sur le bois. Rouge à lèvres? Non, pensa-t-elle, pas tout à fait. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, le long de Church Lane, son parasol se balançant doucement, elle croisa madame Wathers qui arrosait ses bégonias et faisait de son mieux pour donner l'impression qu'elle n'était pas restée près de la clôture pour bavarder. « Eh bien, » murmura madame Withers. « Quelle journée, hein, Jane? Imaginez la pauvre Vera Dunsley. Enfin, j'imagine qu'il a bien fallu que quelqu'un la récupère. Avez-vous entendu parler de la lettre ?» Miss Marple s'arrêta. « Une lettre ?» Madame Withers baissa encore la voix. La jeune Maisie dit que lorsqu'ils ont ouvert son sac à main sur les lieux, ils ont trouvé un mot, plié en deux et glissé dans son porte-monnaie. Elle l'a dit à Hawkins, mais il n'a pas voulu que ce soit connu. Mais vous connaissez Maisie. Sa bouche est comme une passoire. Miss Marple pencha la tête. A-t-elle dit ce que contenait la lettre? Une seule ligne, apparemment. Madame Withers semblait ravie d'être la porteuse du malheur. « Tu l'as trouvé, et maintenant je le ferai aussi. » Miss Marple resta immobile, un instant. Les mots lui revinrent à l'esprit. « Vous l'avez trouvé, et maintenant je le ferai aussi. » Ce n'est pas vraiment une menace, mais ce n'est pas loin d'en être une. « Merci, ma chérie, » dit-elle finalement, très intéressant. Elle continua à marcher, ses pas lents et pensifs. Au moment où elle atteignit son chalet et franchit le portail, recouvert de lierre, elle avait déjà pris sa décision. Elle rendrait visite à madame Wentham demain, pas seulement pour s'enquérir de son malaise. Non, Miss Marple avait l'intention de s'enquérir du parfum, le parfum qui avait persisté dans le placard, et plutôt sur les gants de madame Wentham. Bien sûr, d'autres auraient pensé qu'il appartenait à madame Dalrymple,
la veuve endeuillée connue pour ses parfums envoûtants. Mais mademoiselle Marple avait vu la façon dont madame Wentham s'était détournée trop vite, la main portée à son visage, non pas sous le choc, mais pour cacher quelque chose. Et dans ce village, comme Miss Marple le savait bien, rien n'était jamais caché bien longtemps. Pas de secret, pas de motif, et certainement pas un meurtre. Le lendemain matin arriva dans un silence incertain, les nuages s'accrochant à l'horizon, comme si le village lui-même hésitait à reprendre son rythme. Beaucoup de tergiversations, bien que jamais rapides, semblaient ne plus lentes que d'habitude. Les fenêtres restaient fermées plus longtemps. La cloche du boulanger, habituellement forte à 8 heures, était retardée. Les enfants allaient à l'école par deux, inhabituellement silencieux. Même les moineaux sur la pelouse étaient discrets, sautillants comme observés. Miss Marple versa un morceau de sucre roux dans son thé, avec une précision distraite. La lettre que madame Withers lui avait mentionnée la veille s'était ancrée dans sa mémoire. Vous l'avez trouvée, et maintenant je le ferai aussi. C'était une curieuse tournure de phrase, personnelle, urgente, mais pas ouvertement menaçante. Et elle impliquait une course. Mais pourquoi? Son point de croix était posé, intact, près de la fenêtre. Elle n'avait prévu de rendre visite à personne ce matin-là. Mais avait-elle toujours constaté? Les circonstances prennent souvent les décisions à sa place. À 9h30, précise, elle enfila ses gants et s'engagea dans l'allée, embrumée, ombrelle soigneusement pliée sous le bras. Madame Wentham habitait à 3 maisons de là, dans la maison vert pâle, dont la porte d'entrée était encadrée de glycine. Elle avait appartenu à la mère de son défunt mari, une femme redoutable qui avait un horaire de thé strict et dont on se souvenait surtout pour sa taille, hostile déesse du village. Madame Wentham, au contraire, était volage, pusillanime et encline au drame, mais jamais, pensait Miss Marple, sans intention. La porte fut ouverte par madame Wentham elle-même, avant même que Miss Marple ne puisse frapper, sa robe bleu pâle serrée à la taille et ses cheveux cachés sous un filet. « Oh, Miss Marple !» s'exclama-t-elle, essoufflée. « Entrez, s'il vous plaît, je suis tout simplement en miettes. » Miss Marple la suivit à l'intérieur, hochant la tête avec sympathie. Le salon sentait légèrement la poudre et le citron, et le feu avait été allumé plus pour le confort que pour le froid. « J'ai à peine dormi », avoua madame Wentham en l'accompagnant vers le salon. Le choc, Vera Dunsley entre toutes, enfermée dans un placard, vous imaginez? Miss Marple s'assit et posa soigneusement ses gants sur ses genoux. « C'est choquant, » dit-elle doucement, « même si, je dois l'admettre, mes pensées hier soir sont revenues au parfum. » « Du parfum ?» La voix de madame Wentham se durcit, et elle s'occupa des tasses de thé sur le plateau. « Oui, l'odeur qui persiste dans le placard, très forte, un peu comme celle que tu portais hier, sauf erreur. Du jasmin ?» La tasse de thé vibra légèrement, tandis que madame Wentham versait. « Oh, oh là là, oui, je suppose que j'en ai porté. Un petit quelque chose de Harrods, un cadeau de ma nièce. Je ne pensais pas que ça se remarquerait. » Miss Marple sirota son thé. Ces odeurs sont très caractéristiques, surtout dans un petit espace. On se demande comment elles ont pu persister dans le placard. Le visage de madame Wentham se décala légèrement. Un rapide coup d'œil vers l'âtre. J'ai dû m'appuyer près de lui. Ou peut-être que quelqu'un d'autre le porte, aussi. Miss Marple lui adressa un sourire rassurant. Bien sûr, ces choses-là circulent. Pourtant, cela m'a semblé inhabituel. Miss Dunsley n'était pas une femme portée sur les parfums, ni sur le secret. Et pourtant,
On l'a retrouvée enfermée dans un placard qui sentait tout à fait quelqu'un d'autre. Les mains de Madame Wentham tremblaient lorsqu'elle posa le sucrier. Vous ne pensez tout de même pas que... Enfin, vous ne suggérez tout de même pas que... Ma chère, dit Miss Marple avec douceur mais fermeté, je ne fais qu'observer. Je trouve l'observation bien plus utile que la suspicion. Madame Wentham laissa échapper un petit rire étranglé. Je suppose... Eh bien, elle était fâchée contre moi, vous savez. À la fête, on s'était disputé. Oui, dit Miss Marple en posant calmement sa tasse. J'ai vu ça. On aurait dit qu'elle pointait quelque chose dans vos mains. Madame Wentham se tordit les doigts. C'était une broche, une vieille. Je l'ai trouvée dans une boîte de dons à l'église le mois dernier. Mais je suppose que je l'aimais bien et que je comptais la garder. Juste un petit moment. Vera l'a vue et l'a reconnue immédiatement. Elle a dit qu'elle avait appartenu à sa tante et qu'elle avait été volée des années auparavant. Elle était furieuse. Elle a dit qu'elle me dénoncerait. Miss Marple hocha lentement la tête. Et elle l'a fait. Je ne sais pas. Madame Wentham baissa les yeux. Elle a dit qu'elle parlerait au vicaire. Mais ensuite, eh bien, la fête est devenue tellement bondée et elle est partie. J'ai pensé qu'elle avait peut-être changé d'avis. As-tu remis la broche? Oui, juste après le déjeuner. Je l'ai glissé dans la boîte de quête de l'église avant que quiconque ne le remarque. Miss Marple ne dit rien. Son regard se posa sur les rideaux, fleuris, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle partit peu après, prononçant quelques mots de réconfort et promettant de repasser plus tard dans la semaine. Dehors, la brume s'était légèrement dissipée. Elle s'arrêta près du portail et jeta un coup d'œil à la fenêtre. Madame Wentham se tenait immobile, silhouette derrière le voilage. Miss Marple se dirigea ensuite vers Gorse Cottage, la petite demeure en pierre désormais louée par Madame Dalrymple. Elle était restée vide plus d'1 an après la mort de son précédent occupant, le vieux Monsieur Beach, collectionneur de timbres et de rations de guerre. La maison elle-même avait un air désolé, ses volets trop nets, son allée trop désherbée. Madame Dalrymple a ouvert la porte dans une robe de jour soignée, ses cheveux auburn impeccablement coiffés. « Mademoiselle Marple, dit-elle chaleureusement. Quel plaisir, je vous en prie, entrez. » L'intérieur du cottage était sobre mais élégant. Rideaux de dentelle, meubles en chêne poli, un vase de jonquilles fraîches sur la table. L'air embaumait légèrement le parfum de la fête, mais moins intense, dilué par la lavande et un soupçon d'agrumes. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit gentiment Miss Marple. « Je voulais juste vous interroger sur votre commentaire précédent, l'odeur que vous avez remarquée près du chapiteau. Vous avez dit qu'elle était assez forte. » Madame Dalrymple hocha la tête. « Oui, des plaisantements sucrés. Je n'en ai reconnu aucun. Le mien est toujours le même, jasmin de minuit. Je le porte depuis des années. Vous souvenez-vous, si vous êtes entré dans le chapiteau à un moment donné avant l'incident? » « Non, » répondit fermement Madame Dalrymple. « Je n'ai même jamais vu l'intérieur. L'exposition d'antiquités ne m'intéresse pas. Je parlais avec le curé de la réparation du toit de l'église. »« Alors, » dit doucement Miss Marple, « vous avez sans doute entendu parler de la lettre retrouvée dans le sac à main de Miss Dunsley. » L'expression de Madame Dalrymple vacillait à peine. « Oui, même si l'agente a essayé de garder le silence. Ça avait l'air personnel, » poursuivit Miss Marple. « Un message de quelqu'un qui se sentait lésé, ou peut-être de quelqu'un qui avait observé. » Madame Dalrymple but une gorgée d'eau et dit « Il y a toujours quelqu'un qui observe dans un village, Miss Marple.
surtout quand les choses commencent à se gâter. Miss Marple la regarda un instant. En effet. Alors qu'elle retournait dans le village, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles au vent, une image commençait à se former, pas tout à fait entière, pas tout à fait nette, mais indéniablement présente. La broche, le parfum, la lettre, et la réaction étrangement modérée des proches de Vera Dunsley à la fête. Miss Marple avait longtemps cru qu'un meurtre était rarement soudain. Il ressemblait plutôt à de la moisissure, lente, à apparaître, mais poussant longtemps dans les recoins sombres. Et quelqu'un à Much Ditterings le cultivait depuis un certain temps. Cet après-midi-là, un silence s'installa sur le village, plus calculé que naturel. Much Dittering était un lieu où l'on recherchait rarement l'urgence. Pourtant, ce jour-là, son silence était empreint d'une certaine tension. Une respiration haletante derrière des rideaux soigneusement lacés, une série de lettres non envoyées flottant entre ses tiroirs et sa conscience. Miss Marple, toujours attentive au rythme de ses silences, savait quand le village réfléchissait plutôt qu'il ne parlait. De retour à son chalet, elle était assise dans sa petite véranda, tricotant intacte sur ses genoux. Elle repasse tout ce qu'elle avait appris jusqu'ici avec une attention particulière. Il y avait des fils disparates, effilochés sur les bords, mais des fils quand même. Madame Wentham avait menti, sans méchanceté, peut-être, mais certainement intentionnellement. Elle avait porté du parfum au jasmin, s'était disputée avec Vera Dunsley et avait paniqué. Cela se voyait clairement à ses mains maladroites et à ses regards furtifs. Et puis, il y avait la broche, un objet à la fois mesquin et révélateur. Mademoiselle Dunsley, malgré sa langue acérée et sa rigidité d'institutrice, avait probablement eu l'intention de signaler le vol. Mais était-ce le mobile du meurtre? Miss Marple n'en était pas convaincue. Elle avait connu des femmes capables d'empoisonner un mari autour d'une tasse de thé et de pleurer sincèrement à l'enterrement. Mais un meurtre pour une broche? Non, trop dramatique, trop bruyant. Ce n'était pas le style de Madame Wentham. Son style tenait plus à la retraite nerveuse qu'à la poursuite rusée. Et puis, il y a eu la lettre. Vous l'avez trouvée, et maintenant je le ferai aussi. Miss Marple répéta la phrase à voix haute. Cela ressemblait moins à une menace qu'à un indice. Non pas adressé à Miss Dunsley, mais peut-être écrit point par elle. Ou bien elle est partie délibérément, sachant que cela serait découvert. Elle se leva de sa chaise et prit son par-dessus. Si des réponses existaient dans ce village, elles se trouveraient dans un endroit ordinaire, niché dans les plis de l'habitude, caché dans les boîtes de thé et les recueils de cantiques. Non pas derrière des portes verrouillées, mais là où les gens pensaient que personne ne prendrait la peine de chercher. Elle se dirigea vers l'église. Le vicaire astiquait des chandeliers dans la sacristie lorsqu'elle arriva, fredonnant doucement. Homme au visage bienveillant, le front constamment froncé, il leva les yeux avec une légère surprise. « Mademoiselle Marple, quel bonheur de vous voir. J'imagine que vous êtes venue, pauvre Mademoiselle Dunsley. »« Oui, oui, » répondit-elle doucement. « J'ai pensé qu'il serait utile de poser quelques questions, de manière assez informelle, bien sûr. »« Bien sûr, » dit-il en posant la nappe. C'était une femme compliquée, Vera, mais dévouée, je dirais. Toujours ponctuelle, toujours précise. Elle avait parlé à Madame Wentham, dit Mademoiselle Marple, à propos d'une broche qu'elle croyait volée dans la succession de sa tante. Le visage du vicaire s'assombrit légèrement. Oui, elle m'en a parlé le matin de la fête. Elle a dit avoir vu Madame Wentham le porter et était convaincue qu'il avait été volé dans une malle verrouillée qui avait disparu après la mort de sa tante.
Je lui ai dit, gentiment, remarquez, que de telles accusations nécessitaient des preuves. Elle a promis d'apporter une lettre, écrite par sa tante, faisant référence à cet objet. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Vous a-t-elle donné la lettre ?»« Non, » dit-il en fronçant les sourcils. « Non, elle ne l'a pas fait. J'ai supposé qu'elle avait changé d'avis, ou qu'elle l'avait mal compris. Vera était une femme de conviction, mais aussi de théâtre. Elle adorait les fioritures. » Miss Marple sourit poliment. « Vous la connaissiez bien, alors ?» Raisonnablement. Elle siégeait au conseil paroissial et était très active au sein de la société historique. Elle corrigeait constamment les dates sur les plaques de laiton, j'en ai peur. Elle était très attachée à la vérité archivistique. Miss Marple tourna son regard vers les bancs. Aurait-elle gardé une lettre ici, dans un endroit sûr mais accessible? Le vicaire parut perplexe. À l'église? Elle semblait attacher de l'importance à l'ordre, dit Miss Marple. Et au secret. J'imagine qu'elle ne voulait pas le laisser traîner à la maison. Trop de regards. Il hésita. Il y a un petit compartiment dans la chaire. Il servait à ranger les livres de cantiques de réserve. Peu de gens le connaissent. Nous y avons retrouvé quelques vieux sermons de M. Pevensey à son décès. Puis-je? Il hocha la tête et la conduisit dans la nef. La chaire, haute et étroite, était sculptée dans du chêne foncé. Une unique lampe en laiton était suspendue au-dessus, toujours éteinte. Le vicaire glissa la main à l'intérieur d'un panneau à peine visible et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 recueils de cantiques poussiéreux, une fleur séchée et une feuille de papier pliée. Il tendit le papier à Miss Marple. « Ce n'était pas là la semaine dernière, » murmura-t-il. Elle l'ouvrit avec précaution. « À quiconque lit ceci, j'ai retrouvé la lettre, celle que ma tante avait écrite en 1938 concernant l'armoire. Elle m'avait conseillé de ne plus jamais l'ouvrir, de ne plus jamais m'en approcher après l'incident avec la bonne. Je la croyais folle ou en deuil. Mais j'y suis retourné. J'ai regardé. Quelque chose y était caché. Quelque chose que quelqu'un désire encore. Je crois qu'elle a été volée. Peut-être il y a longtemps. Mais si quelqu'un d'autre soupçonne... Que je sais, je ne suis pas en sécurité. Je remettrai la lettre au vicaire demain. S'il m'arrive quelque chose, commence par l'armoire. V. Dunsley. Le vicaire expira brusquement. Bien. La voix de Miss Marple était douce. Vous a-t-elle déjà parlé de ce placard? Jamais. Mais ce doit être celui du chapiteau, le même placard que celui utilisé pour la présentation des antiquités. Miss Marple hocha lentement la tête. En effet, qui appartenait à l'ancienne école, n'est-ce pas? Oui, un don lors de la rénovation de l'école. Il avait été conservé à la sacristie pendant des années. Dunsley le connaissait bien. Sa tante y enseignait avant la guerre. Miss Marple plissa les yeux. Il est donc logique que le placard lui-même soit plus vieux qu'on ne le pense. J'imagine que oui. Du début de l'époque victorienne, en tout cas. Et la servante mentionnée dans cette lettre? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Mais l'école avait une femme de ménage qui a disparu subitement, dans les années 40. On disait qu'elle avait volé quelque chose, et s'était enfuie. Jamais prouvé. Miss Marple retourna la lettre et relisa les dernières lignes. Quelque chose que quelqu'un veut encore. Elle remercia le vicaire, glissa la lettre dans son sac à main, et sortit une fois de plus dans la douce lumière du jour, à l'extérieur de l'église. Ce n'était pas à propos de la broche, pas vraiment. Cela avait été une étincelle, fortuite et malheureuse. Non, le cœur du mystère était plus profond, enraciné dans quelque chose de longtemps enfoui. Vera Dunsley était retournée dans ce placard,
non pas pour se cacher, mais pour confirmer. Elle savait que quelqu'un la surveillait. Cette lettre, énigmatique, angoissée, étrangement désordonnée, suggérait qu'elle avait découvert plus qu'un simple larcin. Et celui qui avait agi ainsi ne voulait pas seulement la faire taire, il en avait eu besoin. Alors qu'elle repassait devant le chapiteau, désormais vide et délimité par une corde, un souvenir lui traversa l'esprit. Le léger scintillement rose sur l'étagère intérieure. Ni du rouge à lèvres, ni de la poudre, mais de la cire parfumée. Une bougie, les pas de Miss Marple ralentirent. Pas du tout un parfum, mais un petit votif oublié, peut-être caché dans un coin du placard, destiné à masquer une odeur, ou à déclencher la reconnaissance. Et qu'est-ce que Vera essayait de reconnaître? De retour à son cottage, Miss Marple prit un petit carnet et commença à écrire. Il y avait des noms à vérifier, l'ancienne bonne, les premiers propriétaires du placard, les objets manquants. Elle devrait consulter les archives de la Société historique, bien sûr, et peut-être avoir un entretien avec Madame Blackstone, la plus ancienne enseignante vivante de l'école. Et au centre de sa page, elle a écrit 2 mots et les a soulignés. Document caché. Parce que tout ce que Vera avait vu dans ce placard, tout ce qui l'avait suffisamment effrayé pour écrire une lettre secrète et prévoir de confronter quelqu'un lors d'une fête de jardin. Ce n'était pas seulement du parfum ou des bijoux, c'était de l'histoire ancienne. Et l'histoire, Miss Marple le savait trop bien, se contentait rarement de rester enterrée. Le lendemain matin, une pluie légère, persistante et suffisamment froide pour décourager les promeneurs oisifs et maintenir la plupart des habitants de Much Ditterink à l'intérieur. Le crépitement rythmique sur les toits donnait au village une impression de plus petit, de plus cloître. Derrière chaque rideau de dentelle, des regards scrutaient la ruelle sans en avoir l'air. La nouvelle s'était déjà répandue. Miss Marple était allée voir le curé. On l'avait vu revenir de Gorse Cottage, et même si elle ne parlait jamais plus haut qu'un doux murmure, ses gestes avaient du poids. Elle était devenue, à sa manière discrète, la girouette de la vérité. Dans sa cuisine bien rangée, Miss Marple posa son thé et ouvrit la petite boîte en cèdre qu'elle gardait dans le placard, au-dessus de la boîte à pain. Elle y trouvait sa modeste collection de notes personnelles sur l'histoire du village. Naissance, scandale, départ soudain et réconciliation trop discrète pour être consignées ailleurs. Elle feuilleta attentivement chaque feuille pliée jusqu'à tomber sur celle qu'elle se souvenait avoir écrite près de 15 ans auparavant. « Edna May Wills », murmura-t-elle à voix haute, renvoyée du service scolaire en décembre 1946. Rumeur, vol, objet non identifié, a quitté le village avant le nouvel an. Elle tint le mot à la lumière. La tante de Vera Dunsley était directrice à l'époque. Si Edna avait été renvoyée sous sa direction, il était probable que l'histoire soit restée secrète pour la forme. C'était l'Angleterre d'après-guerre. La réputation comptait plus que la vérité. Miss Marple plia soigneusement le journal et le glissa dans son sac à main. À 11 heures, elle sortit sous son parapluie et emprunta le sentier familier en direction de la sortie du village. Sa destination était Ivy Thatch, une maison basse et tentaculaire, presque engloutie par les hortensias. Madame Blackstone, la doyenne des institutrices encore en vie, y vivait seule depuis la mort de sa sœur 2 hivers plus tôt. Madame Blackstone ouvrit la porte avec sa méfiance habituelle, jetant un coup d'œil à travers la petite vitre plombée avant d'ouvrir le verrou. « Jane Marple », dit-elle d'une voix rauque, « si vous êtes devenue pour le comité de jardinage, j'ai déjà dit que j'y assisterai si mes genoux me le permettent. »
Je suis venue pour autre chose, Bess, répondit gentiment Miss Marple. Une question de mémoire. Puis-je? L'expression de Madame Blackstone changea, la curiosité prenant le pas sur la suspicion. Eh bien, vous feriez mieux d'entrer, alors. Je ne me présenterai pas à la conscription. L'intérieur d'Ivy Thatch sentait la laine bouillie et le vieux papier. Le feu était allumé et 3 chats sommeillaient près de la grille. Miss Marple était assise au bord du pouf, tandis que Madame Blackstone versait le thé en silence. « Il s'agit d'une domestique », commença Mademoiselle Marple une fois installée. « Edna May Wills. Elle a travaillé à l'école jusqu'à fin 1946. » La cuillère de Madame Blackstone s'arrêta en plein milieu de la cuisson. « Edna May. Seigneur, ça fait une éternité que je n'ai pas entendu ce nom. Une fille renfrognée, des mains comme des pelles, mais des yeux comme des renards. Pourquoi diable me poses-tu des questions à son sujet ?» Miss Marple expliqua à grands traits et avec soin la lettre de Vera Dunsley, l'avertissement concernant le placard, la mention d'une servante et d'un secret, le soupçon grandissant que le placard utilisé lors de la fête renfermait un secret plus ancien que la plupart des gens ne s'en souvenaient. Madame Blackstone fixa longuement sa tasse. « Je me souviens de cet hiver, » dit-elle finalement. « Il était rude. Les rations étaient serrées. Et il y avait des rumeurs, bien sûr. Edna avait pris quelque chose, un document, disait-on. Mais personne n'a jamais confirmé quoi. Mademoiselle Cray, la tante de Vera, n'a rien dit publiquement. Elle a simplement congédié la jeune fille et verrouillé le placard. Elle a dit qu'il fallait le laisser tranquille. J'ai supposé que c'était de la honte ou quelque chose de politique. C'était des années fragiles. » Miss Marple incline la tête. « Vous souvenez-vous de ce document? De quoi il s'agissait ?» Madame Blackstone hésita. On parlait, à voix basse, mais avec insistance, d'un acte notarié. Pas de propriété, remarquez, mais d'un vieux document des archives paroissiales. Un document relatif à la propriété foncière. On disait que cela prouvait qu'une partie du terrain communal derrière l'église avait été donnée illégalement lors des clôtures, qu'il devait revenir aux villageois après 50 ans. Le regard de Miss Marple s'éclaira derrière ses lunettes. Et si quelqu'un trouvait ce document, il pourrait contester la propriété du terrain. Ils auraient pu. Madame Blackstone eut un petit rire sans humour. Mais personne ne l'a jamais fait, parce que la preuve a disparu, probablement emportée par Edna, par défi ou par désespoir. Mais si Vera la retrouvait, elle n'aurait pas gardé ça pour elle. Non, répondit Madame Blackstone. Elle se serait précipitée à une réunion du conseil municipal et aurait exigé la restitution du terrain. Vera n'a jamais vu un tort qu'elle ne se sente personnellement appelée à réparer. Miss Marple se rassit, pensive. Alors, quiconque a bénéficié de la vente ou de la location de ce terrain au fil des ans aurait de bonnes raisons de s'assurer que personne ne revoit ce document. Le regard de Madame Blackstone se porta vers la fenêtre. Le terrain vaut cher maintenant. Ce prêt est loué par la banque. On parlait d'un chemin privé. Même la fête s'y déroulait techniquement. Miss Marple hocha lentement la tête. « Merci, Bess. Tu m'as aidé bien plus que tu ne le penses. » Elle rentra chez elle, son parapluie serré sous le bras, son esprit se perdant dans les noms et les relations. La société historique supervisait les archives du village. Vera en avait été la présidente, et quelqu'un d'autre avait probablement épluché ces archives avant elle. Qui aurait pu perdre si Vera avait trouvé cet acte? En milieu d'après-midi, la pluie s'était transformée en bruine. Miss Marple alluma le feu, se servit un petit verre de sherry et s'assit, son carnet ouvert. Elle dessine 3 colonnes,
Motif: Madame Wentham, peur d'être exposée, vol de broche. Madame Dalrymple, inconnue, peut-être aucun. Membre du conseil paroissial, intérêt financier dans le bail foncier. Monsieur Gilbert Thorne, vice-président de la Société historique, banquier, investisseur silencieux dans un projet d'aménagement foncier de 1958. Opportunité. All present at fête. Plaçard non surveillé, avant le début de l'après-midi. La présence de Vera à l'intérieur est inexpliquée, probablement attirée ou forcée. Moyen. Aucun signe visible de violence. Enfermé, asphyxie, peur, odeur de parfum, peut-être une bougie parfumée pour masquer une autre odeur. L'intérieur du placard a déjà été altéré. Miss Marple tapota 2 fois sa plume sur la dernière page et regarda le feu. Si Vera avait récupéré l'acte et l'avait caché une fois de plus, peut-être dans l'intention de le remettre au vicaire. Le tueur avait dû l'intercepter avant elle. La lettre dans son sac à main avait été une sécurité, un avertissement, et cet avertissement avait pointé vers le placard. Elle aurait besoin de le revoir. Ce soir-là, sous le ciel déclinant, Miss Marple rendit visite à l'agent Hawkins. Son modeste cottage se trouvait à l'extrémité est du village, et il ouvrit la porte avec un air d'excuse, un biscuit à la main. « Je déteste m'imposer, ma chère, » dit-elle doucement. Mais je me demandais si je pouvais examiner le placard, celui du chapiteau. Il hésita. Le placard a été déplacé dans le hangar derrière la gare. Nous ne l'avons pas encore fait examiner en détail, mais si vous cherchez juste... Je ne toucherai à rien, promit-elle. Il céda, bien sûr. Miss Marple avait le don de rendre sa présence à la fois naturelle et inattaquable. À l'intérieur du hangar, le placard se dressait étrangement dans la pénombre. Un fin drap avait été drapé dessus. Miss Marple le souleva avec précaution. Elle ouvrit la porte, respirant une légère trace de cire et de vernis anciens. Ses doigts planèrent juste au-dessus du panneau intérieur. Puis, appuyant légèrement sur un côté, elle sentit une légère contraction, une couture cachée. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit le bord d'une aiguille à tricoter en argent. D'un léger coup de pouce, le panneau s'est déplacé et a cliqué. Et derrière, soigneusement plié, enveloppé dans une toile cirée jaunie, se trouvait un parchemin. Miss Marple prit une lente inspiration. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir, pas encore, pour savoir ce que c'était. L'acte manquant, celui que Vera avait redécouvert, et celui que quelqu'un d'autre avait tué pour le garder caché. Miss Marple quitta discrètement le poste, l'acte remis en sécurité derrière le panneau. Elle n'en avait pas encore parlé à l'agent Hawkins. Il y avait un temps pour signaler et un temps pour observer. Pour l'instant, l'observation était bien plus utile. Hawkins était bien intentionné, mais jeune et enclin à prendre les choses au premier degré. Elle avait appris, au fil des années, que la précipitation à agir effrayait souvent la vérité plus profonde. Alors qu'elle remontait le chemin humide vers son cottage, Miss Marple réfléchissait. Quelqu'un avait tué Vera Dunsley, non pas par rage soudaine, mais par peur prudente. Peur d'être découvert, peur de perdre. Le document avait survécu aux décennies, caché derrière ce panneau, intact jusqu'à ce que Vera le trouve, probablement en cataloguant des objets pour l'exposition de la fête. Et lorsqu'elle l'avait découvert, elle n'en avait pas parlé aux autorités. Elle avait prévu, semblait-il, d'affronter le problème à sa manière. Discrètement, peut-être publiquement. Mais elle n'avait pas imaginé à quel point les gens pouvaient être désespérés lorsque ceux qu'ils croyaient posséder étaient en danger. La question évidente restait « Qui ?» Elle examina la liste des candidats,
en tournant sur Church Lane. Peu de gens connaissaient la valeur de ce terrain. Le conseil paroissial avait géré le bail discrètement, invoquant des besoins d'entretien et des fontes discrétionnaires. Le vicaire ne s'intéressait pas aux finances, et le trésorier était un homme nerveux, plus doué pour les recueils de cantiques que pour les tableurs. Mais Gilbert Thorne, vice-président de la Société historique et directeur de banque de longue date, était une toute autre histoire. M. Thorne avait la réputation d'être précis. Homme doué pour les pourcentages et profondément averse à l'incertitude, il avait piloté les modestes investissements du village pendant 20 ans. Il était de notoriété publique qu'il réclamait une subvention pour l'aménagement du territoire, invoquant la faible croissance économique du district. Ce que l'on savait moins, mais que Mlle Marple avait discrètement compris lors de ses enquêtes matinales, c'est que l'acte en question, s'il avait été révélé, aurait invalidé l'intégralité du bail. Elle tourna ses pas vers la rue principale. Le bureau de Thorne faisait partie d'un bâtiment bien rangé près du poste, orné de fougères suspendues et d'une plaque en laiton trop polie sur laquelle on pouvait lire J. Thorne, services financiers et conseils, le genre de titre censé paraître important sans être spécifique. À l'intérieur, la réception était vide, à l'exception d'une légère odeur de cirage et du cliquetis d'un vieux radiateur près des boiseries. Miss Marple attendit exactement 2 minutes avant que la porte intérieure ne s'ouvre et que M. Thorne, en personne, n'apparaisse. « Miss Marple, » dit-il d'une voix saccadée. Une surprise. « J'espère que ce ne sera pas désagréable, » dit-elle aimablement. « Je me demandais si je pouvais vous accorder quelques minutes de votre temps. » Il hésita. « Bien sûr. » « Entrez. » Son bureau était dépouillé, ordonné, presque étrangement rangé. Les livres étaient parfaitement alignés sur leurs étagères, le presse-papier parfaitement centré, le plumier dénué de poussière. Miss Marple s'assit lentement. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » commença-t-elle. « Je me demandais simplement si vous vous souveniez de quelque chose concernant le terrain derrière l'église. Le pré, plus précisément. » Il sourit avec les lèvres, pas avec les yeux. « Oui, il est loué à la banque locale, pour une somme modique, je vous assure, approuvé à l'unanimité par le conseil il y a 2 ans. »« Oh oui, » dit Miss Marple, « je m'en souviens. Il y en avait une mention dans le bulletin paroissial. J'ai toujours trouvé ce terrain plutôt charmant. C'est étrange, cependant. Je n'avais pas du tout réalisé qu'il était prêt à être loué. » Les doigts de Thorne tambourinèrent sur le bureau. Un bref mouvement. Le terrain était géré par la municipalité. Il était tout simplement sous-exploité. Mieux valait qu'il serve à un usage civique plutôt que de rester en friche. « Tout à fait, » murmura-t-elle. « Et pourtant, j'ai cru comprendre qu'il existait un acte plus ancien, un peu oublié, indiquant que le bien aurait pu être rendu au domaine public après une période déterminée. Avez-vous déjà entendu parler d'un tel document? » Sa pose était subtile, calculée. Des rumeurs circulent de temps à autre, mais aucun acte de ce genre n'a jamais été validé. Il faudrait une signature du donateur et une chaîne de conservation ininterrompue. C'est peu probable. Pourtant, dit-elle doucement, ce serait gênant si quelqu'un le trouvait. Il sourit à nouveau. Ce serait gênant. Mais sans corroboration, ce serait juridiquement sans pertinence. Miss Marple hocha la tête, se leva et se tourna vers la porte, puis s'arrêta. « Pardonnez-moi, une dernière chose. Vous souvenez-vous où la Société historique conservait ses archives avant l'agrandissement de la mairie? » Thorne fronça les sourcils. « Dans la vieille école, je crois. » « Ah,
dit Miss Marple en feignant l'absence d'attention. Là où la tante de Vera Dunsley enseignait. Il ne dit rien. Le radiateur claqua de nouveau dans le coin. « Merci pour votre temps, » dit-elle gentiment. « J'apprécie vraiment. » Alors qu'elle retournait dans la rue principale, la pluie avait recommencé à tomber. C'était une légère bruine, plus sonore que consistante. Mais elle masquait le tintement lointain d'une cloche et adoucissait le bruit de pas précipités. Miss Marple resserra son châle autour de ses épaules et se tourna vers la bibliothèque. Madame Tilby, la bibliothécaire, avait toujours eu une grande affection pour Vera. Elle était l'une des rares à emprunter les clés des archives locales, dit-elle, les yeux rouges. Elle en aimait bien vérifier nos index. Elle disait qu'ils étaient mal transcrits. Elle avait probablement raison. Est-ce qu'elle est venue me rendre visite récemment? Oh oui, juste avant la fête. Elle voulait voir les archives de 1945 à 1950, les procès-verbaux du conseil municipal, etc. Elle a dit qu'elle cherchait quelque chose pour la brochure d'été de la société. Miss Marple marqua une pause. A-t-elle mentionné quoi? Madame Tilby hésita. Pas directement, juste que quelque chose avait été dissimulé. Quelque chose qui n'était pas censé arriver. Elle avait l'air fatiguée, je m'en souviens, fatiguée et en colère. Y avait-il quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait pu entendre? Madame Tilby rougit légèrement. Monsieur Thorne était dans l'arrière-boutique. Il vient le mercredi pour examiner les dossiers financiers. Miss Marple la remercia et rentra chez elle. La chronologie était désormais aussi claire que le son de la cloche de l'église. Vera avait trouvé l'acte en cataloguant le matériel de fête. Elle était allée à la bibliothèque pour le recouper. Monsieur Thorne l'y avait probablement vu, avait entendu quelque chose. Ce soir-là, elle avait confronté Madame Wentham au sujet de la broche, une distraction pour la plupart, mais pas pour Vera. Peut-être avait-elle essayé de jauger l'honnêteté, ou de voir si le vol de la broche était lié à une affaire plus vaste. Et puis elle avait de nouveau caché l'acte, mais quelqu'un en avait trop vu, l'avait suivi, ou l'avait piégé dans ce placard. De retour à son cottage, Miss Marple se tenait à la fenêtre et regardait le village disparaître derrière des fileaux de pluie. Elle pensait au meurtre non pas en termes de brutalité, mais de propreté. Vera avait été mise à l'écart, pas poignardée, pas matraquée, simplement enlevée, comme une erreur dans un registre. Elle s'est tournée vers son bureau, a écrit 3 lettres et a téléphoné au gendarme Hawkins. « Auriez-vous l'amabilité de demander la présence de M. Gilbert Thorne demain matin à la mairie? Je crois qu'il est temps de clarifier quelques détails. » Hawkins hésita. Avons-nous une raison? La voix de Miss Marple était calme. « D'ici demain, nous le serons. » Elle plia la dernière lettre et la mit de côté. Elle était adressée au bureau d'enregistrement foncier du Shropshire. La vérité était presque révélée. Il ne lui restait plus qu'une dernière épreuve, ni de force, ni de connaissance, mais de conscience et de vanité. 2 choses qui Miss Marple l'avait longtemps observées, étaient rarement cachées longtemps chez les hommes, qui croyaient s'en être tirés. Le lendemain matin, arriva sec mais couvert, les nuages lourds et immobiles recouvrant Much Dithering tel un rideau encore ouvert. Le village, bien que calme, semblait serein. Les gens s'y déplaçaient avec une étrange vigilance, levant les yeux de leur haie ou s'arrêtant plus longtemps que d'habitude à la boulangerie. La fête n'était plus évoquée dans les commérages joyeux. L'air était désormais tendu, comme si le meurtre de Vera Dunsley avait laissé un espace trop grand pour être contourné. Miss Marple arriva à la mairie
à 10 heures précises, son sac à main serré délicatement contre elle. On la conduisit dans la petite salle de réunion, où l'agent Hawkins se tenait nerveusement près de la fenêtre, tripotant les bords de son bloc-notes. Une simple table en bois avait été dressée au centre de la pièce avec 3 chaises. Rien d'officiel, mais suffisamment pour donner l'impression d'une réunion pas tout à fait informelle. « Merci d'être venue, ma chère, » dit Miss Marple en retirant ses gants. « Nous serons aussi discrets que possible. Je me sens toujours bizarre à ce sujet, mademoiselle Marple. » admit Hawkins. « Monsieur Thorne n'a été inculpé de rien. Et j'espère vraiment qu'il ne le sera pas, » dit-elle doucement. « Mais la clarté peut être très utile à tous, surtout aux hommes qui ont besoin de précision. » On frappa à la porte. Monsieur Thorne entra, vêtu d'un costume anthracite, les cheveux argentés soigneusement séparés, son parapluie soigneusement fermé. Il ne paraissait ni inquiet ni surpris. « Mademoiselle Marple, » dit-il en hochant la tête, à Jean. « Merci d'être venu, monsieur Thorne, » dit mademoiselle Marple. « Nous ne vous retiendrons pas longtemps. J'espérais simplement que vous pourriez confirmer quelques détails concernant la fête. J'ai dit à l'agent Hawkins tout ce que je sais. »« Oui, » dit-elle doucement. « Et pourtant je me demande si tu lui as dit tout ce dont tu te souviens. » Thorne s'assit lentement. C'est terriblement théâtral. Seulement parce que les enjeux sont si faibles pour ceux qui n'ont commis aucun tort, répondit Miss Marple. Mais je devrais peut-être commencer. J'ai des raisons de croire que Vera Dunsley a découvert un acte historique peu avant sa mort. Un document qui, s'il avait été révélé, aurait perturbé certains accords fonciers concernant le pré derrière l'église. Thorne cligna lentement des yeux. « Tu parles du vieux terrain d'entente ?»« Oui, et je crois qu'elle avait l'intention de rendre cette découverte publique. Elle croyait peut-être avoir trouvé quelque chose d'important. Vera était connue pour son côté théâtral. » Miss Marple croisa les mains. Dramatique peut-être, mais pas négligent. Elle a caché le document. Elle a écrit une lettre. Elle l'a laissée sur la chaire, rien de moins. Elle a même prévenu le curé et s'est confiée à la bibliothécaire. La mâchoire de Thorne se tendit, seulement brièvement. « Je crois, » poursuivit Miss Marple, « qu'elle en a parlé à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'a entendu ou qui l'observait de près, quelqu'un qui avait de bonnes raisons de craindre ce qu'elle avait découvert. Cette personne a fait en sorte qu'elle n'ait plus jamais l'occasion de parler. » Thorne se pencha en arrière. « Votre accusation est grave. »« Je n'ai porté aucune accusation, » dit doucement Miss Marple. « J'ai établi un schéma qui colle parfaitement. Vous étiez vice-président de la Société historique lorsque le bail de ce terrain a été conclu. Vous aviez accès aux archives. Vous étiez à la bibliothèque le jour où Vera a examiné ces documents, et vous êtes resté seul près du chapiteau pendant un moment, juste avant la découverte du corps de Vera. « C'est une coïncidence, » rétorqua-t-il. « Je suis passé devant le chapiteau parce que j'ai laissé tomber mes lunettes. »« Un faux pas, » dit Miss Marple, « est parfois plus révélateur qu'une confession, surtout lorsqu'il est accompagné d'un mobile. » L'agent Hawkins s'éclaircit la gorge. « Monsieur Thorne, avez-vous entendu mademoiselle Dunsley discuter de l'acte dans la bibliothèque ?» Thorne se redressa. « Elle a mentionné quelque chose de vague. Des dossiers égarés. Ce n'est pas vraiment un aveu. Mais vous saviez exactement ce qu'elle voulait dire, » dit Miss Marple. « Et c'est pourquoi vous avez agi. Parce que si ces termes revenaient au village, le bail que vous aviez géré serait remis en question. Le projet de développement s'effondrerait, votre réputation, vos investissements, et peut-être même votre siège au conseil auraient été compromis. » Thorne se leva. « C'est absurde. »
La mort de Vera Dunsley est tragique, mais ça ne me concerne pas. » Miss Marple resta assise. « Alors pourquoi as-tu fouillé le placard après la fête ?» Il marqua une pause. « Un temps de trop. Je ne l'ai pas fait. »« Ah, dit-elle doucement, mais vous l'avez fait. J'ai parlé à Madame Copley, bénévole à la Société historique. Elle vous a vu rentrer sous le chapiteau tôt le lendemain matin, avant que le gendarme n'ait scellé l'espace. Vous lui avez dit que vous vérifiiez s'il restait des stocks. En fait, vous cherchiez l'acte de propriété. Vous pensiez que Vera l'avait caché là. Vous avez supposé que la lettre qu'elle avait écrite conduirait la police sur place en temps voulu. » La voix de Thorne se durcit. « Tu déformes les choses. »« Non, » dit Miss Marple en se levant lentement. « Je les observe. Vera Dunsley n'était pas idiote. Elle savait que le document la mettait en danger. Elle s'attendait à ce que quelqu'un la réduise au silence. C'est pourquoi elle a laissé la lettre. C'est pourquoi elle a caché l'acte derrière le faux panneau du placard. » La bouche de Thorne s'ouvrit, se ferma. « Et c'est comme ça que j'ai su que c'était toi. Parce que seul quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait aurait cherché aussi précisément. Nous autres, on aurait regardé parmi les draps. On a tâté les panneaux intérieurs. » Hawkins s'avança. « Monsieur Thorne, si vous souhaitez clarifier quelque chose, c'est le moment. » Thorne s'assit lourdement. Il fixait le grain de la table, les doigts serrés contre le bord. « Je ne voulais pas la tuer, » dit-il enfin. « Je voulais juste lui faire peur, juste le temps qu'elle me le rende. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Elle était déjà près du chapiteau, » dit Thorne d'une voix rauque. « J'ai demandé à lui parler. Je lui ai dit que j'avais vu la lettre, que je savais qu'elle avait trouvé quelque chose. Elle n'a pas voulu me dire où elle était. Elle a dit qu'elle la remettrait au vicaire le lendemain matin. J'ai paniqué. »« Tu l'as attirée à l'intérieur, » dit doucement Miss Marple. « Elle est entrée dans la tente. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée de l'extérieur. Je voulais juste la garder à l'intérieur le temps de mettre la main sur la lettre. Je le jure. Mais elle l'avait déjà cachée. Et quand je suis revenu, elle ne bougeait plus. Elle a dû s'évanouir ou... je ne sais pas. Elle n'était plus jeune, peut-être la peur ou le manque d'air. Hawkins était déjà en train d'attraper sa radio. Thorne enfouit son visage dans ses mains. J'ai vérifié à nouveau le placard après. Désespéré. Mais elle l'avait déjà caché derrière le panneau, non? Oui, répondit doucement Miss Marple. Elle l'avait fait. La confession n'était pas triomphale. Aucune voix ne s'éleva, aucun spectacle ne fut lancé. Juste le lent et tragique dénouement d'un homme qui avait commis une erreur de calcul précise. Croire que la peur pouvait être gérée comme la finance. Tandis que Thorne était conduite tranquillement hors de la pièce, Miss Marple retourna à son siège et joignit les mains. L'agent Hawkins se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas ?»« Je m'en doutais, » dit-elle. « Mais j'avais besoin qu'il me dise la vérité. Les hommes comme M. Thorne croient rarement qu'ils ont mal agi, seulement qu'ils ont été pris. » Il la regarda avec une pointe de révérence. « Et l'acte ?» Elle sourit faiblement. « Il sera remis aux autorités compétentes. Et la prairie, si justice est faite, reviendra à ceux à qui elle était destinée. » Dehors, les nuages commençaient à se dissiper, la lumière perçant par bandes hésitantes. Miss Marple sortit sur la place du village, s'arrêtant un instant pour respirer l'air frais. Il n'y a eu ni acclamation, ni annonce. Seule la vérité s'installe silencieusement. Beaucoup de tergiversations reprendraient bientôt leurs droits. Bunting réapparaîtrait. Les recettes seraient partagées. Mais il resterait, pour un temps, un espace vide, là où Vera Dunsley s'était autrefois tenue.
corrigeant les détails, parlant fermement, rappelant aux gens ce qui avait été promis. Miss Marple marchait lentement, ses pas légers, son esprit déjà tourné vers ses roses, son thé et le prochain petit mystère humain qui attendait tranquillement sous la surface de la vie du village. La pluie s'était arrêtée en fin d'après-midi, laissant l'air humide et vitreux, comme si le village avait été lavé de ses secrets. Mais Much Dithering, comme Miss Marple le savait bien, n'en était jamais vraiment débarrassé. Il ne faisait que s'estomper sous la surface, attendant des jours plus calmes pour refleurir en commérages ou en regards. La nouvelle de l'arrestation de M. Thorne n'avait pas encore dépassé les frontières officielles, et pour l'instant, le village poursuivait son rythme habituel, quoiqu'avec plus de prudence, de vigilance. Miss Marple était assise dans son jardin, taillant un rosier tardif, dont les pétales pendaient sous les pluies persistantes de la semaine. Ses pensées, cependant, étaient loin de ces roses. Bien que les aveux aient été faits et le titre retrouvé, quelque chose continuait de la perturber. Non pas un doute, précisément, mais un sentiment de déséquilibre. Les pièces du puzzle s'imbriquaient. Certes, le mobile, l'opportunité, la réaction. Pourtant, quelque chose, dans les derniers jours de Vera Dunsley, ne s'accordait pas facilement avec ce schéma. Sa peur avait été réelle, ses précautions détaillées, mais elle avait été trop calme avec Madame Wentham, trop posée face à la broche, et le mot dans son sac à main, il avait été formulé avec un objectif plus profond que l'instinct de survie. Vous l'avez trouvé, et maintenant je le ferai aussi. Ces mots avaient résonné à chaque étape de l'enquête. Et s'ils n'avaient pas été seulement une piste, et s'ils n'étaient pas un simple avertissement ou un piège, mais un message destiné à quelqu'un. Miss Marple se leva lentement et rentra à l'intérieur. Le document se trouvait désormais scellé, prêt à être examiné par le conseil, dans le cabinet des preuves du gendarme. Mais les notes de Vera n'avaient jamais été retrouvées. Elle avait dû les écrire. Une femme comme Vera ne découvrirait jamais quelque chose d'une telle importance sans consigner ses pensées. Le vicaire, bien sûr. Si elle n'avait pas confiance en sa famille, elle lui aurait confié quelque chose. Avec l'aisance d'une longue habitude, Miss Marple ramassa son châle et remonta le chemin menant au presbytère. Le soleil perçait entraîné d'ambre pâle, projetant de longues ombres sur le chemin bordé de haies. Le village paraissait à nouveau doux, comme s'il se retirait à la version qu'il préférait, propre, silencieux et loin de la laideur. Le vicaire ouvrit la porte, les doigts couverts d'encre et les lunettes sur le nez. « Mademoiselle Marple, dit-il, visiblement soulagé de la voir. « Entrez, entrez. Je viens de recevoir une lettre des plus étranges. » Elle entra et retira ses gants. « J'espère que ce ne sont pas des anonymes, dit-elle d'un ton léger. Ça a tendance à gâcher le thé. »« Non, dit-il en la conduisant vers son bureau. Signé, mais singulier néanmoins. Il fit un geste vers le bureau. Une enveloppe blanche impeccable était ouverte à côté d'un exemplaire de l'intendance de l'église dans un nouvel âge. La lettre était manuscrite, avec l'écriture soignée de Vera Dunsley. Miss Marple s'assit et le lut lentement, laissant la forme de chaque phrase se stabiliser. Révérend, s'il m'arrivait quelque chose avant de pouvoir vous parler, sachez que je considère que la récente location du pré de l'église était non seulement abusive, mais illégale. J'ai découvert un acte, longtemps caché, qui précise la restitution prévue du terrain à la fiducie publique. Je ne sais plus à qui je peux faire confiance. J'en ai donc fait plusieurs copies. Si je ne peux pas le remettre en main propre, j'ai organisé sa découverte par d'autres moyens. Je vous écris ceci, non pas comme une requête,
mais comme un commandement. La vérité ne peut être enterrée à jamais. Quelqu'un doit veiller à ce que la terre revienne à ceux à qui elle était destinée. Vérandé, Miss Marple plia la lettre et la lui rendit doucement. Elle en a donc fait plusieurs copies. Le vicaire parut troublé. Vous pensez qu'elle se doutait que le document serait volé, voire détruit? Elle ne s'en doutait pas seulement, dit Miss Marple. Elle le savait. Vera était prudente, mais aussi stratégique. Elle savait à quel type d'opposition elle faisait face. La question est, où sont les copies? Il se frotta les tempes. Aucun n'a été rendu, à part l'original que tu as trouvé. Elle ne les aurait pas laissés à quelqu'un de visible, murmura Miss Marple. Mais elle a peut-être laissé des indices, le genre d'indices que seule une personne partageant sa passion pour l'histoire du village pourrait reconnaître. Elle repensa à la fête, l'attente de la société historique, les expositions d'antiquités. Vera avait prévu de révéler quelque chose ce jour-là. Peut-être pas publiquement, mais elle avait apporté l'acte de propriété avec elle, ou du moins l'idée de celui-ci. Et puis, ça lui a frappé. Le vieux plan du village. Il était accroché à côté des échantillons et des fiches de recettes de guerre. Vera l'avait choisi elle-même, l'indiquant comme « carte de beaucoup de tergiversations, 1792 ». Mais il ne correspondait pas à la topographie réelle de l'époque. Miss Marple l'avait remarqué à l'époque, mais avait supposé que Vera l'avait choisi par sentiment, et non par exactitude. Et si ce n'était pas une erreur? En moins d'une teucherie, elle se trouvait dans l'arrière-salle de la bibliothèque du village, où le matériel de la fête avait été temporairement entreposé. Madame Tilby, toujours obligeante, la laissa entrer sans poser de questions. La carte était toujours accrochée, légèrement gondolée par l'humidité. Miss Marple la décrocha et la posa sur la table, l'aplatissant des deux mains. Elle en étudia les marquages, points de repère familiers, chemins sinueux, limites désuètes. Et dans le coin inférieur, à l'encre minuscule, presque imperceptible, sous le bord recourbé du cadre, moi aussi. Elle sourit. D'une main gantée, elle souleva délicatement le dos du cadre, à l'intérieur, plié fermement dans l'espace entre la carte et la carte rigide, se trouvait un duplicata de l'acte sur un parchemin épais, clairement dactylographié à partir de l'original. Il ne portait ni signature, ni sceau, juste les faits, le texte et les limites, suffisamment pour prouver l'intention, suffisamment pour appuyer l'original. Miss Marple le rendit au vicaire le même après-midi. Le soir, l'agent Hawkins avait mis à jour son rapport, et le conseil n'eut d'autre choix que d'annoncer une audience publique concernant la prairie. La nouvelle tomberait dans la semaine, et la dernière promesse de Vera, quelqu'un doit s'assurer que la terre revienne à ceux à qui elle était destinée, ne serait pas enterrée dans un tiroir. Il restait néanmoins un élément. Miss Marple ne pouvait l'ignorer, même si d'autres auraient pu le prendre pour une coïncidence. La broche, ni volée, ni sentimentale, ni centrale. Mais Vera y avait réagi, et cela avait suffisamment compté pour qu'elle en parle avant sa mort. Non pas pour accuser, peut-être, mais pour éveiller les soupçons, pour tester quelque chose. Tard dans la nuit, Miss Marple rendit une dernière visite à Madame Wentham. La veuve ouvrit la porte, en robe de chambre, les cheveux attachés en arrière, le visage pâle. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Miss Marple, dit-elle faiblement, c'est fini. »« Oui, répondit Miss Marple, Gilbert Thorne a avoué. » Madame Wentham s'affaissa légèrement contre le cadre. « Je m'en doutais. Je me doutais que c'était possible. » Miss Marple la regarda fixement. « Il y a une dernière chose, la broche.
Ce n'était pas qu'un simple bibelot. L'expression de Madame Wentham changea. « Tu ne l'as pas volé, » dit calmement Miss Marple. « Tu l'as placé. » Le silence qui suivit fut long. « Il le fallait, » dit finalement Madame Wentham. Elle m'a raconté ce qu'elle avait découvert. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à Thorne, qu'elle avait besoin de temps. Je lui ai demandé de temporiser, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit que la vérité n'attendait pas la permission. Et la broche? Elle a dit qu'elle voulait être sûre que quelqu'un la surveillait. Elle voulait voir qui réagirait. Alors je l'ai portée. Je savais que Vera me défierait en public. Elle voulait voir comment Thorne réagirait s'il entendait. Et il l'a fait. Madame Wentham hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle m'a dit de me comporter comme si j'étais coupable, de la laisser paraître distraite par un détail, pour que personne ne devine ce qu'elle avait vraiment trouvé. Miss Marple se pencha et lui prit la main. « Tu as été très courageuse. »« Je l'ai laissé tomber, » murmura Madame Wentham. « Non, » répondit doucement Miss Marple. « Tu as contribué à terminer ce qu'elle avait commencé. » Et avec cela, le fil conducteur final s'est mis en place. À l'aube, après much dithering, l'histoire commençait déjà à s'installer dans ma mémoire. Il y aurait des discussions, bien sûr, des réflexions, des ajustements, des hommages discrets, mais surtout, il y aurait le lent et certain retour à la vie. Le croquet sur le green, les génoises refroidissant aux fenêtres de la cuisine, et, finalement, une autre fête, et quelque part au-delà, une petite plaque au bord du pré, marquant le terrain rendu au village, dédié à Vera Dunsley, pour conserver les archives et pour ne pas le laisser oublier. Le lendemain de la confession silencieuse de Madame Wentham, le village sembla respirer différemment. Il y avait une douceur, un relâchement des fils invisibles tendus depuis une semaine. Mais Miss Marple savait qu'un tel soulagement n'était jamais équitablement partagé. Dans certaines maisons, on pouvait entendre une sorte de triomphe discret, la justice rendue. Dans d'autres, un silence prudent, la pensée tacite, qu'il valait peut-être mieux que certaines vérités restent cachées. Elle venait de finir de beurrer ses tartines lorsqu'on frappa légèrement à sa porte. L'agent Hawkins se tenait sur le pas de la porte, son chapeau à la main, l'air hésitant, contrairement à un homme dont l'affaire était résolue. « Je suis désolé de vous déranger si tôt, » dit-il, « mais il y a quelque chose qui, eh bien, me trouble. » Elle le fit entrer, lui servit du thé et attendit. Hawkins s'assit en avant, les coudes sur les genoux, les sourcils froncés, comme s'il répétait une question qu'il n'était pas sûr de devoir poser. « C'est une question de timing, » commença-t-il. « L'histoire de Thorne colle plus ou moins, mais plus j'y réfléchis, plus je me pose des questions. S'il a enfermé Miss Dunsley dans ce placard pour l'effrayer, et qu'elle essaie morte plus vite qu'il ne l'avait prévu, pourquoi cette odeur? Tu as dit, toi-même, que c'était comme du parfum, mais pas tout à fait. Il n'en a jamais parlé. Il semblait penser que ça n'avait aucune importance. » Miss Marple remuait lentement son thé. « Tu crois que quelqu'un d'autre était sous ce chapiteau avant Thorne? » « Je ne sais pas. Peut-être après. Mais si Thorne était suffisamment désespéré pour risquer de revenir pour le crime, il est possible qu'il n'était pas le seul à chercher. » Ses yeux se posèrent sur lui avec une approbation silencieuse. « Vous apprenez, agent. Demandez-vous toujours à qui d'autre pourrait en profiter, et si la vérité qu'on nous a donnée est bien la vérité. » C'était une pensée qu'elle avait elle-même entretenue, même si elle l'avait gardée en réserve jusqu'à ce que le danger immédiat soit écarté. Maintenant que l'acte était en sécurité et que le conseil s'orientait vers la restitution, elle pouvait se concentrer sur cette question
persistante. Plus tard dans l'après-midi, elle se dirigea vers la place du village. Le chapiteau avait été démonté, mais l'herbe portait encore les marques des piquets et des cordes, la faible empreinte des tables. Elle se dirigea vers l'emplacement du placard, remarquant à quel point il aurait été exposé à quiconque venant du chemin arrière qui longeait le pré. Ce chemin menait devant la porte latérale de Gorse Cottage. Madame Dalrymple était restée remarquablement silencieuse depuis son arrestation. Dans la foulée de ses déclarations, elle avait fait la sienne poliment et sans contradiction, confirmant qu'elle n'était pas entrée dans le chapiteau et avait passé son après-midi à discuter avec le vicaire. C'était un alibi parfait, peut-être trop parfait, et Miss Marple avait appris depuis longtemps que les personnes, n'ayant rien à cacher, avaient rarement besoin qu'on leur dise où elles se trouvaient avec autant de précision. Lorsque Madame Dalrymple ouvrit la porte, elle semblait aussi calme que d'habitude, même si ses yeux vacillèrent brièvement avant de sourire. « Mademoiselle Marple, quel plaisir de vous voir. J'imagine que vous êtes ici pour une visite de courtoisie. » « Je suppose que cela dépend de la définition que l'on donne de « social », répondit Miss Marple d'un ton doux. « Puis-je » À l'intérieur, un léger parfum de jasmin flottait dans l'air, et Miss Marple se souvint de la note écœurante qu'elle avait sentie à la fête. C'était aussi du jasmin, mais plus chaud, plus vrai, sans l'étrange douceur qu'il contenait dans le placard. « Vous devez être soulagé que tout soit terminé, » dit Madame Dalrymple en versant du thé avec une grâce exercée. « Je le suis, » dit Miss Marple, « même si on se demande si tout est jamais vraiment fini. Par exemple, cette étrange odeur dans le placard. Saviez-vous que je crois que ce n'était pas du parfum du tout? » La main de Madame Dalrymple s'arrêta juste assez longtemps pour qu'une seule goutte se répande sur la soucoupe. « Non, non, je crois que c'était de la cire de bougie, parfumée, certes, mais avec une note trop intense pour être portée. Plutôt quelque chose destiné à remplir un espace, peut-être à masquer une autre odeur. Cela semble plutôt élaboré. » Miss Marple la regarda doucement. Élaboré, peut-être, mais efficace. Cela expliquerait pourquoi l'odeur persistait si longtemps. Et cela signifierait que celui qui l'a déposée là était préparé. Voyez-vous, Thorne n'a jamais mentionné avoir transporté quoi que ce soit de ce genre. Pendant une fraction de seconde, le sang-froid de Madame Dalrymple se brisa. « Suggérez-vous ?»« Je suggère, » dit doucement Miss Marple, « que quelqu'un d'autre s'est rendu dans ce placard, peut-être après que Thorne y ait enfermé Vera. Quelqu'un qui avait peut-être l'intention de le fouiller discrètement, pour finalement y trouver Vera, toujours vivante. Quelqu'un qui a peut-être allumé une petite bougie pour masquer tout bruit ou odeur pendant la fouille, et qui, ce faisant, a privé Vera de l'air dont elle avait besoin. » Les doigts de Madame Dalrymple se crispèrent sur la théière. « C'est une sacrée théorie, Miss Marple. Mais si vous y aviez cru, vous seriez sûrement allé voir Hawkins immédiatement. Et vous accusez sans preuve ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, ce serait cruel. De plus, je soupçonne que vous ne cherchiez pas à la tuer. Vous essayez de trouver le coupable par vous-même. » Son hôtesse était maintenant très immobile, le seul mouvement étant la montée et la descente lente de sa respiration. « J'imagine, » poursuivit Miss Marple, « que vous connaissiez sa valeur. Peut-être pas tous les détails juridiques, mais suffisamment pour penser qu'elle pouvait valoir de l'argent. Vous veniez tout juste de rentrer au village, veuve, peut-être en quête d'un peu d'indépendance. L'occasion aurait semblé belle. Mais lorsque vous avez réalisé que Vera l'avait déjà cachée et appris plus tard sa mort, vous avez gardé le silence. Le silence, après tout,
est plus facile que la confession. Le regard de Madame Dalrymple croisa le sien, désormais fixe. Si c'était vrai, Jane, j'aurais été bien stupide de dire que j'avais senti quoi que ce soit à la fête. Cela n'aurait-il pas immédiatement éveillé les soupçons? Miss Marple sourit faiblement. Pas si vous vous faites le témoin utile, celui qui remarque les petites choses, les partage librement et semble ainsi incapable de cacher une vérité plus profonde. Les gens ont tendance à croire ceux qui donnent spontanément des informations. Cela les fait paraître honnêtes. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Madame Dalrymple se pencha en arrière et dit « Vous avez l'esprit vif pour les choses désagréables. » Miss Marple se leva. « Je trouve que les choses désagréables perdent de leur mordant lorsqu'elles sont exposées. Au grand jour. Et si j'ai outrepassé mes limites, il vous suffit de me le dire. » Mais Madame Dalrymple ne le fit pas. Elle la raccompagna simplement jusqu'à la porte, le sourire aux lèvres, le regard indéchiffrable. De retour à son cottage, Miss Marple écrivit un court mot à Hawkins, sans l'accuser, évoquant simplement la possibilité d'une nouvelle présence sous le chapiteau. Elle ne s'attendait pas à ce que cela conduise à des accusations. Trop de temps s'était écoulé, et les aveux de Thorne avaient clos le dossier officiel. Mais elle croyait qu'il fallait semer les graines. Avec le temps, Madame Dalrymple pourrait devenir insouciante, ou confiante, ou les deux. Et le village avait le don de compter ses propres comptes. Ce soir-là, tandis que le soleil couchait sur la prairie bientôt rendue au public, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, son tricot à la main, réfléchissant à la façon dont la justice se faisait souvent par couches. La loi avait fait son travail, aussi imparfaite fût-elle. La vérité, telle qu'elle la comprenait, était plus complexe, mais c'était souvent ainsi. On aimait à penser en termes de méchants et d'innocents, mais elle avait vécu assez longtemps pour savoir que la plupart des âmes portaient les deux, à des degrés divers. Quelque part dans le village, Madame Dalrymple était probablement assise à sa table, le parfum du jasmin flottant dans ses appartements, se disant que ce qu'elle avait fait n'était que de l'opportunisme, pas de la méchanceté. Et peut-être dans son esprit, c'était vrai. Miss Marple, enfilant son aiguille dans la laine douce, pensait autrement. Mais elle se contentait de laisser le temps faire son œuvre. Il le faisait toujours. 2 jours plus tard, le village retrouvait le silence qui suit un scandale public. Les mains jointes étaient plus gracieusement jointes à l'église. Le ton était plus bas aux portes des jardins. Les gestes de gentillesse étaient accomplis avec juste ce qu'il faut de cérémonie pour ressembler à une pénitence. Des affiches annonçaient l'audience du conseil municipal concernant le pré, et un panneau temporaire était planté en bordure du pré, accès ouvert à tous jusqu'à nouvelle décision. Cela a fait grand plaisir aux enfants. Ils ont parcouru tout le périmètre comme s'ils avaient reçu la permission de respirer. Miss Marple longeait lentement la limite au crépuscule, son ombrelle sous le bras, l'herbe perlée de la rosée tardive. Elle s'arrêta sous le sureau, où les éclaireurs avaient autrefois posé leurs tréteaux, et regarda vers le mur du presbytère. C'était la solution la plus judicieuse pour ne pas être vue, loin de la rue principale, à l'abri des haies. Elle avait soigneusement choisi l'emplacement cet après-midi-là, demandant au vicaire la permission d'y accrocher le vieux plan du village de la fête, jusqu'à l'audience, pour des raisons pédagogiques. Il avait accepté sans hésiter. Le cadre dissimulait un 2e exemplaire de l'acte, plié avec précision, le papier neuf et faussement officiel, bien que marqué dans un coin, sur un minuscule trait, d'une croix de brodeuse, sa propre signature muette
pour éviter toute confusion ultérieure. Placez une assiette où une souris a l'habitude de se nourrir, avait dit un jour sa tante Lavinia, et vous saurez si c'est la faim ou l'habitude qui l'a amené. Miss Marple avait toujours trouvé ces leçons utiles. À 9h30, lorsque la place se fut calmée et que seul le pub conserva sa douce lumière, elle retourna à son cottage et fit chauffer l'eau. On frappa à sa porte avant même que la bouilloire ait fini de chanter. L'agent Hawkins entra, l'air penaud, une torche sous le bras. « Je me sens bête, Miss Marple », avoua-t-il. « Mais si vous voulez quand même que je m'assoigne avec vous près de ce sureau, ce n'est pas ridicule à regarder, » dit-elle gentiment en attachant son châle. « C'est juste démodé. » Ils prirent place sur le banc ombragé, face au mur du presbytère. La carte, pâle dans la pénombre, était un objet inoffensif de salle de classe. Une heure passa. Des hiboux crièrent depuis le bosquet. Hawkins murmura à 2 reprises que personne ne viendrait. Les doigts de Miss Marple parcouraient nonchalamment les boutons de ses gants et son esprit, sans se presser, parcourait le village. Qui aurait à la fois le courage et le besoin de réessayer? Vers 11h, une silhouette se glissa le long de la haie, depuis le chemin, derrière Gorse Cottage. Ni pressée, ni furtive, simplement prudente, comme une femme qui avait appris à marier le chagrin à la compétence. Le manteau de Madame Dalrymple était serré, un foulard couvrait ses cheveux. Elle marqua 2 pauses, écoutant, puis se dirigea vers la carte avec une assurance vive qui indiqua à Miss Marple qu'il ne s'agissait pas d'improvisation. Elle souleva le cadre, glissa un couteau le long du papier protecteur et plongea la main à l'intérieur. Hawkins se leva, puis hésita, surpris par la banalité de la démarche, comme on fouille dans un tiroir pour y chercher un mouchoir. Miss Marple toucha sa manche, lui rappelant de laisser la main terminer son geste avant de s'interroger sur la raison de son mouvement. « Bonsoir, Madame Dalrymple », dit enfin Miss Marple, sa voix douce et douce. La femme se figea. Un instant, elle sembla envisager d'enfoncer sa main jusqu'au bout, comme si terminer l'acte risquait de l'empêcher d'être vue. Puis elle posa le cadre avec précaution et se retourna. « Ça fait 2 fois, alors, » dit-elle d'une voix égale. « Une fois à ta porte et une fois au mur. »« J'essaie de choisir mes seuils, » répondit Miss Marple. Hawkins s'avança, tout en excuses et en autorité. « Je vais devoir vous demander ce que vous aviez l'intention de retirer. » Madame Dalrymple leva le menton. « Je croyais que c'était une brochure de la société cachée derrière. On les range sans précaution. »« Dans un cadre scellé ?» demanda Miss Marple, douce comme la pluie, avec du papier de protection frais que tu viens de découper. Un silence comprima l'espace entre eux. Son regard alla de Hawkins à Miss Marple, puis de nouveau à nouveau, évaluant les résultats comme M. Thorne avait évalué les pourcentages. Puis elle expira, un son moins empreint de soumission que d'irritation. « Regardez alors, et si c'est bien le papier que vous croyez, réfléchissez peut-être à la raison pour laquelle vous l'avez laissé là où une femme pourrait le trouver. » Hawkins retira le support et sortit la feuille pliée. Il reconnut aussitôt ce qu'elle prétendait être, et tout aussi rapidement la croix de brodeur à la place d'un sceau. Il la glissa avec un soulagement qu'il dissimula à moitié sous le sceau du professionnalisme. « Ce n'est pas l'original, » dit Miss Marple, « mais vous ne le saviez pas. » Les yeux de Madame Dalrymple se fixèrent sur elle. « Non, ça a dû être un choc terrible, » poursuivit Miss Marple, « d'ouvrir ce placard et de trouver Vera vivante. Le choc limite le jugement. On allume une bougie parce qu'on l'a toujours fait.
On pense qu'un parfum apaisera ou dissimulera. On ferme la porte parce que ses mains tremblent et que la lumière paraît indécente. Plus tard, on se dit qu'il était déjà trop tard, qu'on n'a pas aggravé le mal, qu'on ne voulait que ce qui lui était dû dans une vie qui n'a pas donné en retour. Hawkins prononça le nom de la femme à voix basse, un avertissement teinté de pitié. Elle ne le regarda pas. « Je ne savais pas qu'elle était en vie, » dit Madame Dalrymple. Le mensonge était prévenant. Il voulait les épargner. Puis elle se reprit. « Je ne savais pas qu'elle n'était pas en sécurité. Je pensais qu'elle crierait, et qu'enfin, il y aurait une agitation embarrassante, et que je ferais semblant d'être venu prendre une tasse de thé avec le vicaire. Et puis, tout était calme là-dedans, très calme. »« La bougie ?» demanda Miss Marple. « D'un étal, dit-elle. Du jasmin rose, j'en garde, pour la solitude. » Hawkins se déplaça, incertain. « Vous comprenez qu'il nous faudra une déclaration. »« Bien sûr, dit-elle. Et que dire des déclarations d'hommes qui calculent la température de la peur, avec une précision décimale? Ceux-là aussi sont pris, dit Hawkins, non sans gentillesse. Miss Marple laissa le silence s'installer, non pas comme un jugement, mais comme un contexte. Elle finit par dire « Il y a une différence entre la méchanceté et la faiblesse, Madame Dalrymple. La loi, je le crains, doit faire ces distinctions plus crûment que la vie. Vous direz ce que vous avez dit. L'agent Hawkins le consignera par écrit. Un magistrat décidera s'il y a lieu de répondre à une accusation. Mais quoi qu'il arrive, vous devrez quand même vivre avec le placard. » La bouche de Madame Dalrymple trembla. Je me suis dit que j'y retournais parce que je méprisais les hommes comme Thorne, parce que je voulais d'abord trouver le journal, l'emporter à Londres, et le vendre s'il le fallait à quelqu'un qui l'utiliserait contre lui. Savez-vous à quel point sa propre entreprise devient vilaine après une année passée à ranger ses chagrins dans des tiroirs? Je suis revenu au village pour prendre un nouveau départ, et mon premier départ était un mauvais départ. Les débuts sont souvent déguisés en erreur, disait Miss Marple. Le problème, c'est quand on décide de garder le masque. Hawkins s'éclaircit la gorge, les affaires reprenant comme une veste remise en place. « Si vous voulez bien venir avec moi, madame ?» Madame Dalrymple hocha la tête et, l'espace d'un instant, elle parut soulagée qu'on lui dise quoi faire. Elle le suivit sur le chemin avec la dignité posée de quelqu'un qui accepte une humiliation mineure pour éviter celle, plus grave, de fuir. Miss Marple resta un peu plus longtemps près du mur et refixa la carte. Les plis du coin étaient en lice sous son pouce. Une brise souleva le bord et le laissa retomber. Le cadre claqua doucement contre le clou, un bruit si familier qu'il sauva la nuit de sa solennité. Elle sourit intérieurement, faible et réservée, et rentra chez elle. Au matin, le village fit ce que font les villages. Il s'incorpora. Une histoire jusque-là crue et décousue fut complétée par des phrases suffisamment familières pour passer de main en main sans être coupée. Chez l'épicier, Madame Ellison rapporta que Madame Dalrymple était allée apporter des clarifications, un mot que tout le monde convenait bien plus juste que déclaration. À la boulangerie, le vicaire paya 2 petits pains au raisin et déclara à voix haute, sans que personne en particulier ne s'en aperçoive, que l'audience du conseil devrait inclure un hymne. Cela semblait tout à fait normal. L'agent Hawkins passa remercier Miss Marple et lui dit, maladroitement, car cela le gênait, que l'inspecteur avait été généreux avec l'expression « aide matérielle ». Elle lui donna une part de gâteau aux graines et lui rappela que la générosité s'est mieux dressée à marcher sur 2 jambes. L'une s'appelle courtoisie, l'autre prudence.
Il rit plus fort que la plaisanterie ne l'exigeait. La jeunesse préfère les compliments quand elle en a. Des lettres arrivèrent. L'une du cadastre accusant, réception de l'acte pour vérification. L'autre d'un notaire de la ville, proposant de consacrer du temps à un transfert en bonne et due forme, si la prairie revenait à l'état naturel, comme si la bonté était une habitude. Et une autre manuscrite, de Madame Wentham, enfermant la broche dans une petite pochette en mousseline, avec un mot précisant simplement « J'ai fini d'emprunter du courage, merci pour le prêt ». Miss Marple garda la broche, dans sa paume un instant de plus que nécessaire. Les jolies choses restent rarement sans ambiguïté, pensa T.L. Cela ne les dispensait pas d'être jolies. L'après-midi de l'audience, la salle était bondée, au-delà de toute attente, de personnes peu habituées aux salles officielles. Les enfants s'agitaient, les chapeaux étaient lissés, l'horloge exécutait sa petite morale. Avancer, qu'on soit prêt ou non. Le greffier lisait des clauses qui semblaient appartenir à un monde plus restreint que celui de Miss Marple. Mais elle écoutait tout de même. Lorsque le vote eut lieu et que la prairie fut déclarée provisoirement publique en attendant l'enquête, un son s'éleva qui n'était pas exactement des applaudissements, mais qui ressemblait à quelque chose d'un peu plus ferme, un assentiment, peut-être, ou un soulagement qui se fit plus décent. Plus tard, tandis que les gens envahissaient de la place, Miss Marple se retrouva aux côtés du vicaire. Il paraissait plus grand que d'habitude, ce qui, selon elle, relevait davantage de la dignité que de la posture. « Je pense à une plaque », dit-il un peu timidement. « Pour Vera, pas grandiose, juste vrai. La vérité et la modestie font meilleur ménage que la vérité et la grandeur, dit-elle. Cela lui plaira, où qu'elle soit. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-il. Il le disait gentiment, mais cela l'amusait toujours que le village lui attribue des projets, comme si elle était une société d'une seule personne. Du thé, dit-elle, et le lent travail de raccommodage d'un ourlet invisible. Il la regarda, perplexe et satisfait, et s'éloigna pour se laisser surprendre par les paroissiens qui avaient des opinions. Miss Marple parcourut une dernière fois le bord du pré. Au fond, un garçon essayait de se tenir en équilibre sur une branche, les bras tendus, la bouche ouverte, dans le calcul silencieux de ne pas tomber. Sa sœur applaudit, une fois lorsqu'il parvint à mi-chemin, et une autre fois lorsqu'il n'y parvint pas. Telle était, pensa-t-elle, la forme du bonheur. Non pas la réussite, mais la permission d'essayer sous le regard de quelqu'un qui applaudirait d'une manière ou d'une autre. Elle retourna chez elle sous un ciel rincé de toute menace. Les roses auraient besoin d'être équeutées. La boîte à éponge aurait besoin d'être graissée. Il y avait 3 lettres à répondre et un motif à retravailler, car le bleu ressortait trop fièrement à côté du crème. Des choses ordinaires, qui en quantité raisonnable étaient le seul remède connu aux jours extraordinaires. À son portail, elle jeta un coup d'œil en arrière. Le mur du presbytère paraissait parfaitement innocent. L'armoire avait été ramassée. Le sol du chapiteau était déjà verdoyant. Dans une semaine, même les sentiers oublieraient où se trouvaient les pieux. Mais les gens s'en souviendraient, ce qui était à la fois meilleur et pire. Ils se souviendraient de Vera, de M. Thorne, et de l'odeur d'une bougie qui sentait plus bon quand elle ne le devrait pas. Ils se souviendraient qu'un pré peut appartenir à tout le monde ou à personne, selon qui a le droit de parler. Et certains d'entre eux, et ils étaient nombreux, se souviendraient qu'une petite femme âgée, portant une ombrelle et l'habitude d'écouter, avait veillé à ce que les bonnes voix soient entendues au moment opportun. Elle entra, mit la bouilloire en marche et, tandis qu'elle se préparait à chanter,
prit son tricot dans le panier et compta ses mailles. « Il ne faut pas se précipiter », se rappela-t-elle, ainsi que la pièce silencieuse. Il suffit d'avancer. Les semaines qui suivirent la décision du Conseil se déroulèrent au rythme lent et régulier qui avait toujours rassuré Miss Marple. Le statut de la prairie était désormais officiellement rétabli dans le domaine public, l'acte étant vérifié et enregistré sans contestation. Une modeste plaque en bois fut installée à sa limite sud, dédiée à Vera Dunsley. Pour avoir conservé les archives, ce n'était ni ostentatoire ni sentimental. Et dans sa simplicité, pensait Miss Marple, cela en disait plus que n'importe quel discours. L'histoire publique, selon laquelle la cupidité de M. Thorne avait entraîné une mort évitable, s'était déjà ancrée dans l'histoire du village. Les vérités les plus complexes, celles qui ne pouvaient être imprimées dans le chronique de Sainte-Marie Mid-Sens, provoquaient de silence gênant dans la file d'attente de l'épicier, les choses osaient laissées à ceux qui avaient des raisons de s'en souvenir. Madame Dalrymple, après sa déposition, ne fut pas inculpée, aucune preuve n'ayant été apportée de son intention de nuire. Mais elle quitta Much Dithering au bout de 15 jours et prit un appartement meublé à Bath pour la saison. Madame Wentham retourna à ses comités avec une diligence discrète, sans broche, et prenant peu la parole en réunion. Le village, par instinct de conservation, accepta ces ajustements sans commentaire. Miss Marple, pour sa part, déclina les invitations à s'exprimer sur l'affaire en détail. Elle connaissait le danger de raconter une histoire trop souvent. Elle devient confortable, puis simplifiée, puis fausse. Elle préférait que la vérité reste dans l'esprit de ceux qui en avaient besoin, sous sa forme correcte et brouillonne. Un après-midi, alors qu'elle soignait ses rosiers, l'agent Hawkins passa avec le rapport de police final pour qu'elle le lise avant qu'il ne soit envoyé au coroner. Il était rédigé avec clarté, factuel, et elle fut ravie de le constater, exempte de ces fioritures inutiles que les jeunes hommes ajoutèrent parfois pour faire effet. Hawkins avait appris, à sa manière, que la retenue pouvait être aussi révélatrice que les détails. « Vous avez le don de mettre de l'ordre, Miss Marple, » dit-il, lorsqu'elle le lui rendit. Même l'inspecteur le dit. « Ce n'est pas l'ordre que je recherche, agent, » répondit-elle en époussetant ses gants. « C'est la compréhension. Les gens pensent que résoudre un crime, c'est découvrir ce qui s'est passé. Mais le plus souvent, il s'agit de comprendre pourquoi c'est arrivé et qui ils pensaient être en commettant l'acte. » Il la regarda comme s'il voulait en savoir plus, mais se ravisa. « Eh bien, je suis content que tu sois là pour aller jusqu'au bout. »« Moi aussi, » dit-elle avec un petit sourire. « Et j'espère que la prochaine excitation dans ce village sera quelque chose de bien plus inoffensif, comme un concours de confiture. » Il rit, souleva son chapeau et continua son chemin. Le soir venu, Miss Marple se servit un petit verre de sherry et s'assit près de la fenêtre du salon. Au-delà, la prairie s'étendait, dorée dans la pénombre, parsemée d'enfants, jouant à un jeu dont elle ignorait le nom, mais qu'elle comprenait parfaitement. Ces règles n'avaient d'importance que parce que tout le monde les avait acceptées, et son gagnant importait moins que le plaisir d'essayer. Elle fut alors frappée, comme souvent après de telles aventures, par la fragilité de cette paix, par sa facilité à être troublée par l'orgueil, la cupidité ou la simple incapacité à supporter la vérité d'autrui. Et pourtant, elle persistait, ici et là, dans des coins du monde où l'on n'en prenait plus conscience qu'on en parlait et où l'on n'agissait qu'au moment opportun. Elle sirota son sherry, reprit son tricot et laissa le silence s'installer autour d'elle. Il y aurait toujours un autre mystère,
un autre écheveau de la nature humaine à démêler. Mais pour l'instant, le village était en sécurité. La